Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce webinaire thématique sur les coopératives d'activité et d'emploi et les groupements d'employeurs, des nouvelles formes d'emploi et de coopération favorables à l'ESS au sein des territoires ruraux. Donc on va pouvoir commencer, même si certainement d'autres participants vont nous rejoindre encore au fur et à mesure, mais peut-être juste quelques indications avant de rentrer dans le vif du sujet pour que le webinaire se déroule du mieux possible. C'est un format qui se veut le plus interactif possible. Donc, vraiment, n'hésitez pas à échanger librement dans l'outil discussion, peut-être même à écrire comme certains l'ont déjà fait d'où vous venez. C'est toujours très intéressant à lire. Et puis, de même, vous pouvez écrire vos questions directement aux intervenants dans l'onglet qui est dédié, l'onglet Q&R. Il se trouve en bas de votre écran. Je me chargerai de les retransmettre à l'oral aux intervenants pour qu'ils puissent y répondre en direct si on a le temps. Et bien sûr, le support de présentation vous sera bien envoyé à l'issue du webinaire. Voilà, je vais lancer avant toute chose un très rapide sondage pour savoir un peu mieux justement qui vous êtes et d'où vous venez. Donc n'hésitez pas à y répondre. Normalement, il s'affiche sur votre écran. Et pendant ce temps, je vais vous présenter un petit peu notre programme aujourd'hui. Donc, on va commencer par vous présenter le cadre dans lequel s'inscrit ce webinaire, notamment le programme Tresson, piloté par le RTES et la VISE. Et puis, je reviendrai assez brièvement sur le choix du sujet d'aujourd'hui, les questions que cela nous pose et pourquoi est-ce qu'on a choisi de traiter ce sujet aujourd'hui. On va commencer ensuite par un temps d'éclairage thématique par Cécile Marzan, qui est directrice de coaction et surtout membre du bureau de COPEA et du conseil d'administration de la Fédération des CAE. Et puis, dans une deuxième partie, on aura 4 retours d'expérience, donc de 2 CAE et de 2 groupements d'employeurs, pour qu'on puisse s'inspirer et surtout mieux comprendre ces formes d'emploi et leurs atouts au sein des territoires ruraux, autant les défis qu'ils peuvent rencontrer, mais surtout ce que ces formes d'emploi permettent de faire émerger concrètement sur les territoires. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, entre chaque partie, on aura un temps pour échanger et pour répondre à vos questions. Voilà, un mot sur du coup ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre du cycle ESS et Ruralité qui a été initié par le RTES et la VISE dans le cadre du projet Tresson que l'on mène depuis bientôt 3 ans. Je vais faire un rapide mot sur ces 2 pilotes de ce projet qui est réalisé avec le soutien du réseau rural national et du Fonds européen agricole pour le développement rural. Donc d'une part, la VISE. La VISE qui est une agence d'ingénierie pour entreprendre autrement. Donc concrètement, c'est une structure associative d'une 30aine de salariés qui a pour mission de développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'entrepreneuriat social en France. Donc on va agir via l'outillage des porteurs de projets en créant des contenus pédagogiques et des outils que vous pouvez retrouver sur notre centre de ressources avis.org. On va aussi animer des communautés d'accompagnateurs, donc des structures présentes sur l'ensemble du territoire français et qui accompagnent les porteurs de projets à créer leur activité, à la consolider, voire à changer d'échelle. Et puis, on va aussi être amené à accompagner des entrepreneurs sociaux, notamment sur les phases de changement d'échelle, des innovations sociales, ou sur d'autres programmes en fonction des besoins observés et exprimés pour développer l'économie sociale et solidaire. Donc, la VISE mène ce projet avec le RTES, donc, qui est un réseau de 160 collectivités adhérentes qui travaillent autour de l'engagement, du développement de l'ESS sur les territoires. Donc, ce réseau, il va rassembler des régions, des départements, des pays, des intercommunalités, etc. Et il agit pour promouvoir en fait les initiatives sur les territoires à travers différentes publications, newsletters, son site internet, l'organisation de rencontres, etc. Donc tout ça va favoriser l'échange de pratiques entre élus et techniciens sur des sujets qui vont permettre de développer l'ESS et qui va également valoriser ce qui se fait au niveau local, mais aussi au niveau national et européen, et plus globalement qui va travailler sur la question de la place de l'ESS dans les politiques publiques. Voilà, et donc le projet Tresson, qui signifie Territoires ruraux et ESS, outils et nouvelles synergies, il vise à contribuer au renforcement de l'ESS rural à travers 4 grands champs d'action.
Donc d'abord l'analyse, notamment à travers une série d'études qui va observer la place de l'ESS dans les territoires ruraux et ses conditions de pérennisation, mais aussi ses apports au développement local, les interactions entre les différents acteurs du territoire, qu'ils soient acteurs de l'ESS, hors ESS ou du développement local. Et puis, comment est-ce que l'ESS va répondre aux besoins en termes à la fois de développement économique, de cohésion sociale, mais aussi tout simplement d'attractivité des territoires. Ensuite, on a un second volet qui est la capitalisation. Donc, comment est-ce qu'on va capitaliser et promouvoir les initiatives réussies, et ce qui va permettre également d'outiller les réseaux du développement rural et de l'ESS. Le troisième axe, c'est celui de l'accompagnement. Donc, l'accompagnement et le renforcement des coopérations entre les acteurs ruraux de l'ESS, mais aussi les collectivités, pour en fait constituer des écosystèmes territoriaux d'accompagnement. Et donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le cycle des webinaires ESS et ruralité. Et puis, pour terminer, l'idée était aussi de créer un réseau de partage et d'information autour de l'ESS et en zone rurale. Et donc, on retrouve notamment le collectif Créa Rural qui s'inscrit dans cet axe-là. Et donc, toutes les études qui ont été menées dans le projet Tresson démontrent que l'ESS est non seulement créatrice d'emplois, mais qu'elle participe également au regain d'attractivité de nombreux territoires ruraux. Et cela est dû au fait en partie de l'héritage du coopérativisme agricole, de l'éducation populaire ou encore des grandes œuvres philanthropiques en matière d'action sociale. Donc l'ESS trouvait vraiment une place importante en milieu rural, d'ailleurs plus que sur l'ensemble du territoire. Donc, vous pourrez retrouver davantage d'informations si ça vous intéresse sur notre portail avis.org. Et en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, du coup, comme je vous l'avais évoqué, je vais très rapidement revenir sur le choix du sujet. Donc, effectivement, l'idée de ce webinaire, c'était de s'interroger sur ces nouvelles formes d'emploi qu'on retrouve de plus en plus en zone rurale, en se concentrant donc aujourd'hui sur les coopératives d'activité et d'emploi et les groupements d'employeurs. Donc, qu'est-ce qu'une coopérative d'activité et d'emploi? C'est une société coopérative et participative qui va proposer une alternative originale au parcours classique de la création d'entreprise. Donc, les personnes qui vont y travailler vont être des entrepreneurs salariés qui vont partager le même numéro ciré et vont facturer à l'ordre de la CAE. Donc, l'objectif, en fait, c'est de mutualiser certains services pour encourager les porteurs de projets à tester la viabilité de leurs activités et tout simplement encourager en fait la création de projets professionnels. Donc, au-delà de ces services, ça va se matérialiser souvent par un lieu de travail et d'accueil qui va être partagé par les entrepreneurs et un cadre favorable en fait à la coopération et à l'émergence des projets collectifs entre les entrepreneurs qui sont hébergés par cette CAE. Donc, il y a 15% des CAE qui sont aujourd'hui implantés en zone rurale. Donc, je ne vais pas en dire plus puisqu'on aura un éclairage thématique sur ce sujet par la suite. Voilà. Et donc, les groupements d'employeurs vont, eux, permettre à des entreprises, des associations ou des collectivités territoriales de se regrouper pour employer ensemble des salariés. Et le groupement d'employeurs va exercer des missions de direction des ressources humaines et recruter, gérer, accompagner le personnel. Donc, ça, c'était des définitions très brèves, mais on pourra y revenir par la suite concrètement par les interventions. Et donc, les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi choisir cette forme d'emploi? Dans quelle mesure est-ce que ces formes d'emploi sont intéressantes pour coopérer et mutualiser en milieu rural? Quels sont les enjeux auxquels elles font face aujourd'hui et comment participent-elles au dynamisme du territoire? Et surtout, quelles sont leurs plus-values pour le territoire rural? Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Cécile Marsan, qui va du coup nous présenter quelques constats sur les CAE en zone rurale. Pardon. Merci. Bonjour. Je suis Cécile Marsan, je suis directrice d'une coopérative qui s'appelle Coaction, qui est située en Aquitaine, l'ex-région, et qui intervient sur 3 départements plutôt ruraux, les Landes, le Lot-et-Garonne et la Gironde. Et je suis aussi, à ce titre de directrice de ma coopérative, coprésidente du réseau national, de l'un des 2 réseaux nationaux de CAE, COPEA, dont je vais vous parler. Et ensuite, je vous parlerai également de la Fédération des coopératives, toute nouvellement créée, où je siège également au conseil d'administration. Donc COPEA a été créé en 2002 à l'initiative de 7
coopératives qui se sont rassemblées en fait dans le but de pouvoir échanger sur leurs pratiques et aussi de sécuriser leur mode de fonctionnement puisque il y a une vingtaine d'années, les coopératives étaient un projet tout à fait émergent, une expérimentation dans le champ de l'innovation sociale et ensemble, ces coopératives se sont regroupées pour pouvoir mener des actions communes et sécuriser leur fonctionnement, notamment vis-à-vis des administrations. Le réseau compte aujourd'hui 35 CAE membres sur le territoire national. Et donc, COPEA, l'action de COPEA s'articule autour de trois principales actions. L'accueil et l'accompagnement de nouveaux projets de coopératives. Dans le réseau, on reçoit entre 3 et 6 nouveaux projets de coopératives d'activité et d'emploi par an qu'on accompagne dans leur création et dans leur développement. On organise également de la formation pour les entrepreneurs des coopératives, mais principalement pour les équipes d'appui qui encadrent, gèrent, animent, facilitent les coopérations au niveau des CAE. Et dernier pôle, en fait, on organise également des temps d'échange de pratiques tout au long de l'année à destination, là aussi, des équipes d'appui et des entrepreneurs des coopératives. Le but, c'est vraiment de faire du lien et d'animer ce lien entre les CAE membres du réseau. Et donc, voilà, le 1er décembre dernier, la Fédération des coopératives d'activité et d'emploi est née. Et c'est vraiment issu d'une volonté des coopératives qui, 20 ans après leur émergence, et surtout 6 ans après la loi sur l'ESS de 2014, ont souhaité se doter d'une représentation et d'un levier pour leur développement. Donc, ce projet de fédération, c'est le fruit d'un partenariat entre les structures dont vous voyez le logo, la Confédération Générale des SCOP, le réseau COPEA et le réseau Coopérer pour Entreprendre, ainsi que des CAE volontaires qui n'appartenaient pas à l'un de ces réseaux. Donc la fédération, elle a été créée au sein du mouvement coopératif, au sein de la Confédération Générale des SCOP, et elle regroupe pour son démarrage 125 CAE, et sachant qu'on compte environ 140 CAE au niveau national. Elle s'articule, donc le travail de la fédération s'articule autour de 3 piliers. Porter l'ambition des coopératives d'activité et d'entrepreneurs pour qu'elles deviennent la forme majeure de travail autonome et puis qu'on puisse défendre l'émancipation par le travail et surtout par la coopération. Donc la fédération œuvre aussi à l'appui au développement des CAE et des entrepreneurs salariés. Et enfin, le projet, c'est également de constituer et de s'appuyer sur un réseau fort et de s'appuyer aussi sur l'ouverture qui caractérise nos structures. Donc les CAE aujourd'hui, je le disais, c'est à peu près 140 structures sur le territoire et rassemble aujourd'hui 12 000 entrepreneurs. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est sur les statistiques qu'on a pu avoir de 2019. Donc ces 3 piliers s'articulent sur 4 axes de travail qui sont menés par à la fois l'équipe salariée et les membres des coopératives. Le plaidoyer pour promouvoir les coopératives, leur innovation et promouvoir le statut d'entrepreneur salarié. L'appui juridique en lien avec la Confédération Générale des SCOP pour sécuriser et renforcer la capacité d'action des CAE. Un volet observatoire également, dont le but est de valoriser les coopératives et mettre en lumière en fait leur impact sur les parcours des entrepreneurs et les territoires, et aussi de travailler sur de la prospective pour anticiper les mutations liées au travail et à notre rapport au travail. Et dernier axe de travail, la communication, puisqu'on a un fort besoin de renforcer la visibilité et la notoriété des CAE et du contrat d'entrepreneur salarié.
Voilà, donc vous avez ici une carte voilà, qui illustre la répartition en fait des effectifs des entrepreneurs dans les régions. Donc on voit que c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, berceau des CAE, qu'on regroupe voilà, le plus d'entrepreneurs salariés. Ensuite, il y a la région Occitanie et puis viennent derrière les régions Île-de-France, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, voilà, ce qu'on peut observer comme constat et comme défi auxquels doivent faire face les CAE situés en milieu rural, c'est d'abord voilà, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un vrai mouvement vers la ruralité, puisque des CAE se créent de plus en plus en milieu rural, même s'il n'y en a que 15%, hein, mais voilà, les CAE se créent en milieu rural. Les CAE situés, implantés dans des zones urbaines vont créer de nouveaux établissements dans des départements ou des zones plus rurales. Et aussi des entrepreneurs, il y a un mouvement aussi des structures, mais aussi des entrepreneurs salariés qui commencent à quitter les villes pour aller s'installer à la campagne. Voilà, et donc ce mouvement, évidemment, il a été renforcé ces derniers mois, pendant et suite à la crise sanitaire, mais c'est quelque chose qu'on observait déjà auparavant. Et voilà, je suis en train de lire un bouquin très intéressant à ce sujet, Ploug Pride, et l'auteur rend compte aussi de ce phénomène, puisque voilà, ce qu'elle dit, c'est qu'auparavant, on naissait à la campagne et on allait travailler en ville, alors qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on est en périurbain et puis on rêve travailler à la campagne. Donc voilà, ça c'est un constat que l'on observe. Ce qu'on observe aussi, c'est une remise en question du tout salariat et l'attrait de plus en plus important pour le statut d'entrepreneur salarié associé, qui permet de conjuguer la liberté, l'autonomie de l'entrepreneuriat avec la sécurité du salariat. Et enfin, voilà, ce que j'ai indiqué, hein, Small Business, Big Change, c'est la quête de sens, la recherche de sens qui guide maintenant les travailleurs dans le choix de leur activité professionnelle. Voilà, on hésite, ce qu'on constate, hein, c'est que, notamment en milieu rural, hein, les entrepreneurs qui viennent qui déménagent à la campagne, font le choix de vivre à la campagne, font le choix aussi de travailler autrement et d'être en adéquation avec leurs valeurs de démocratie, de solidarité, et recherchent aussi une forme de travail avec un impact positif sur leur environnement. Voilà. Et en milieu rural, en revanche, voilà, les CAE doivent faire face à des défis importants, notamment au niveau de leur équilibre économique, puisque voilà, les coûts induits par les déplacements, l'ingénierie de coopération dans un contexte où il y a une faible densité de population et donc d'entrepreneurs, voilà, ces équilibres sont difficiles à tenir à cause des coûts qui sont plus importants dans des zones où la densité est plus forte aussi. Et puis, voilà, on l'a dit, au niveau national, on a besoin de renforcer notre visibilité. Donc ça, c'est vrai dans tous les milieux, mais principalement en milieu rural, où le modèle de CAE reste encore très, très peu connu, quoi. Voilà. Et voilà, donc en zone rurale, en revanche, l'impact ou les impacts plutôt qu'on peut observer, même s'il y a encore peu d'études, c'est que voilà, la CAE est un vrai levier de développement économique en apportant un service d'opérateur de proximité. Les CAE qui se créent à la campagne, eh bien, c'est vraiment pour lutter contre l'isolement des entrepreneurs et apporter un service de proximité pour que ces entrepreneurs n'aient pas non plus à se déplacer dans les grandes agglomérations. C'est aussi un moyen de maintenir de l'emploi local, puisque la CAE, elle permet de travailler sur son territoire de vie et donc de contribuer à l'activité, à maintenir une activité ou à renforcer une activité économique locale sans devoir voilà, faire des allers-retours dans des agglomérations plus importantes. Et puis, souvent, en fait, en CAE, ce qu'on observe, c'est quand même que
la culture de la coopération est forte et que cette culture de la coopération, elle s'acquiert, elle se renforce en coopérative, mais il y a quand même un terrain propice avec des porteurs de projets, des entrepreneurs en fait, qui sont des personnes souvent engagées sur les territoires, que ce soit dans des associations ou par des mandats d'élus par exemple. Et donc cet engagement sociétal hein, dans le tissu associatif local, eh bien, il est fort et particulièrement fort dans les coopératives en milieu rural. Voilà. Donc j'ai terminé pour cette première cette partie d'introduction. Merci beaucoup Cécile, c'est extrêmement intéressant ce partage de constats. Je vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet dédié. Je vois qu'il n'y en a pas de particulière pour le moment. En tout cas, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, surtout la question de l'impact de la crise aussi sanitaire qui je pense intéresse beaucoup de personnes. Est-ce que ça va amener plus de création de ce type de structure ou non? Enfin, je ne sais pas si Cécile, en 2 mots, vous pouvez essayer d'apporter quelques éléments supplémentaires hypothétiques, hein, mais pour qu'on puisse ouvrir une discussion peut-être. Oui, bah c'est vrai que en fait dans nos structures, enfin, ce mouvement il est quand même fort et peut-être un peu plus important dans nos structures puisqu'en fait les coopératives c'est quand on vient s'installer, quand on arrive de la ville et qu'on vient s'installer en milieu rural, ben, parfois c'est quand même pas évident de se créer un réseau, d'être voilà, de s'intégrer dans le paysage local et la coopérative en fait elle apporte quand même une communauté d'entrepreneurs, une communauté de professionnels localement qui aident en fait à cette intégration et voilà et qui permet aussi d'avoir des échanges professionnels voilà et donc c'est vrai que le modèle tel qu'il est je pense qu'il peut faciliter l'intégration des néo-ruraux puisque c'est quand même un phénomène qu'on observe voilà qui rejoignent les coopératives en fait pour cette raison-là hein, pour la sécurité je l'ai dit mais aussi pour le collectif quoi. Super, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a quelques questions qui commencent à arriver pour vous, Cécile. Donc, la première, c'est par rapport au livre que vous avez cité. Donc, si elle écrit, vous pourrez rappeler plus tard le nom du titre et l'auteur, ce serait super. Et la deuxième, c'est une question de Fabrice qui demande: est-il possible d'être accompagné sur un projet d'épicerie sociale et solidaire en SIG, du coup, par une CAE? Alors après, sur l'accompagnement des projets, les coopératives ont des politiques peut-être un peu différentes. Bon, sur des projets d'épicerie, enfin voilà, sur ce type de projets qui sont souvent des projets collectifs, peut-être que, alors certaines CAE accueillent des activités collectives, la nôtre en accueille, donc pourquoi pas. Après, avec les CAE, il y a aussi beaucoup de ces dernières années, beaucoup d'incubateurs de projets d'économie sociale et solidaire qui se sont créés et pas mal en fait dans des départements ruraux, justement pour accompagner ce type de projet voilà, d'épicerie sociale et solidaire, d'écolieux, ce genre de projet voilà, qui implique peut-être un accompagnement un peu différent que celui qu'apporte la CAE, qui est vraiment un accompagnement au test d'activités entrepreneuriales et au développement d'activités d'entrepreneurs. En revanche, ce qu'on peut, je pense, on peut avoir le cas dans certaines de nos coopératives, c'est que on peut tout à fait démarrer une activité économique d'épicerie ou collective en étant entrepreneur en coopérative et en facturant en fait à la structure collective, quoi. Ça c'est un moyen de démarrage peut-être pour ce type d'activité. Mais bon, pour ce type de projet, je dirais que peut-être les incubateurs de projets ESS sont peut-être plus adaptés en fait. Merci pour ces éléments de réponse. Je vous propose qu'on passe à la partie témoignage pour un peu illustrer tout ce qu'on vient d'introduire. Du coup, on a parlé des CAE un peu plus en détail. Je vous propose qu'on commence par le témoignage de Fanny, qui est vice-présidente du GEAI 29, mais aussi coordinatrice du RESAM. Et donc, pour commencer, est-ce que Fanny, tu pourrais nous présenter ce qu'est le GEAI 29 et puis quelle est à l'origine, pourquoi a-t-il été fondé à l'origine et quelle mission est-ce qu'il remplit?
Donc, bonjour à tous, donc je suis Fanny, je suis coordinatrice donc salariée d'une structure qui s'appelle le RESAM. C'est le réseau d'échange et de services aux associations du Pays de Morlaix. Le Pays de Morlaix, ça se situe en Bretagne, dans le Nord Finistère. On a pour habitude de travailler en réseau sur le territoire du Finistère avec d'autres, ce qu'on appelle les points d'appui à la vie associative. Ce sont des structures qui accompagnent les associations, quel que soit leur secteur, quelle que soit leur taille, si elles sont employeuses ou non. C'est un accompagnement qui n'est pas réservé seulement à nos adhérents, c'est ouvert à tous. Et donc, avec 2 points d'appui à la vie associative, donc sur Brest et Quimper, on a travaillé il y a maintenant 5 ans sur un diagnostic sur l'emploi à temps partiel au sein des petites et moyennes associations principalement. L'idée était de savoir déjà, enfin d'avoir un point d'étape, un panorama disons du travail à temps partiel au sein des associations et de travailler, on va dire, à trouver des solutions, disons, pour faciliter du coup voilà, le travail des salariés et aussi des associations. Donc du coup, on a fait une enquête il y a 5 ans maintenant avec un financement leader, du coup un financement européen et un financement de la région Bretagne. L'idée, c'était de structurer à la fois alors, une offre d'accompagnement aux ressources humaines dans les associations, puisque enfin, souvent, c'est pas évident. On est bénévole d'une association, on n'a pas forcément eu de formation en ressources humaines. Donc l'idée, c'était de renforcer ça, cet accompagnement. D'être en mesure d'accompagner les associations sur tout ce qui touchait au salariat et aussi de développer des outils dédiés au partage de l'emploi au sein des associations. Parce qu'on a découvert suite à l'enquête qu'il y avait beaucoup d'associations qui embauchaient à temps partiel, des fois voilà, à la limite aussi du droit du travail, des prêts de salariés qui étaient faits mais un peu sans cadre et sans convention. Donc l'idée, c'était qu'à travers ce financement spécifique sur les points d'appui à la vie associative, on développe des outils au service des associations. Et donc, du coup, on a travaillé sur 3 formes possibles de partage de l'emploi. Donc, le prêt de salariés, puisque c'est possible, on peut prêter des salariés. Il faut juste que le salarié soit d'accord et qu'il y ait une convention de mise à disposition. On a travaillé aussi sur la prestation, donc ce qui manquait, alors principalement sur l'aide à la comptabilité des associations, l'aide à la rédaction des fiches de paye, par exemple. Donc là, on a développé de la prestation. Et puis, troisième outil, on a créé un groupement d'employeurs qui, après étude, nous semblait être le meilleur moyen de partager l'emploi, à la fois pour le salarié en termes de droit du travail et aussi en termes, disons, de pérennité dans le temps. Voilà. Et donc, du coup, ce groupement d'employeurs a été créé il y a maintenant 3 ans. Donc, c'est le GEAI, donc le groupement d'employeurs associatifs intersectoriels. Donc, il est dédié aux associations, plutôt les petites et moyennes associations non fiscalisées, dans l'idée d'être un groupement d'employeurs non fiscalisés pour quand même avoir des tarifs plutôt solidaires. Et il est intersectoriel, c'est-à-dire qu'il s'adresse à toutes les associations, quel que soit leur champ d'action. Merci Fanny. Et justement, pourquoi, enfin, j'ai plusieurs questions, mais la première qui me vient, c'est pourquoi avoir fait ce choix d'intersectoriel? Est-ce qu'il y a un avantage? Enfin, quel est l'avantage en fait pour un employeur du coup d'avoir accès à un groupement d'employeurs et surtout intersectoriel dans le monde associatif? Alors, il est intersectoriel parce que nous sommes des structures intersectorielles déjà et que en fait, on a créé un outil qui devait servir aussi aux associations qu'on accompagnait. Il y avait déjà des groupements d'employeurs existants dans le Finistère, mais je crois que la majorité était fiscalisée. Il y a un groupement d'employeurs, mais qui était plus dédié à la culture aussi, les gesticulteurs du côté de Redon en Ille-et-Vilaine. Et du coup, nous, disons qu'on a identifié, on va dire, des fonctions, supports qui étaient communes à des associations, mais quel que soit leur champ d'action.
principalement en termes de gestion, montage de projet, comptabilité, vraiment des secrétariats par exemple, communication, donc des fonctions qui sont assez, disons, transversales, peu importe le champ d'action de la structure, c'est des fonctions qui peuvent être communes à plusieurs secteurs, quoi. D'accord, merci. Et est-ce que il serait possible également de revenir un petit peu sur ce que ça apporte pour un employeur en milieu rural concrètement? Est-ce qu'il y a à la fois des avantages, mais aussi peut-être des difficultés à être un groupement employeur en milieu rural, enfin des spécificités territoriales peut-être dues aux besoins qui sont différents de ceux du reste du territoire? Oui, alors du coup, il y a eu tout un travail de sensibilisation très important parce qu'un groupement d'employeurs, ça ne parle pas forcément aux associations. Qui plus est, on visait quand même les associations primo-employeuses ou celles qui ne l'étaient pas encore, qui ne l'envisageaient même pas, mais qui voyaient bien que, disons, pour continuer à se développer, elles avaient besoin d'embaucher quelqu'un. Mais ne pouvant le faire à temps plein, et ben, elle cherchait autour du temps partiel. L'inconvénient, on va dire, en milieu rural, c'est que c'est le maillage de territoire qui va être un petit peu complexe. Alors, ça va plus être aussi pour les salariés, voilà, il va y avoir un besoin de mobilité, a priori, on va dire, pour les salariés. Ensuite, l'idée, c'était quand même disons, de mailler le territoire, de créer une espèce de culture commune autour de la fonction employeur, mais on voit bien qu'il y a encore du chemin à faire. Après, c'est un groupement d'employeurs qui est jeune aussi. Mais voilà, il y a vraiment un travail d'animation territoriale qui est nécessaire. Ouais. Et cette notion d'animation territoriale, elle est assez intéressante. Est-ce qu'on peut parler du coup un petit peu de la plus-value que ça apporte au territoire en termes de développement local, du lien que vous avez avec les autres acteurs du territoire, que ce soit les collectivités ou autres acteurs de l'ESS, même hors ESS? Est-ce que ça a créé des dynamismes intéressants? Qu'est-ce que ça a apporté au territoire? Eh bien, au-delà, on va dire, de la création du groupement d'employeurs, ça a permis de réfléchir aussi, disons, collectivement à la qualité de l'emploi au sein des associations et ce que ça veut dire que d'être un administrateur ou une administratrice d'association bénévole employeur, hein, il faut dire ce qui est. Les bénévoles deviennent des patrons en quelque sorte. Et donc, du coup, c'était de sensibiliser à ça, d'avoir, disons, une attention sur la sécurité de l'emploi, la formation, également l'organisation du temps de travail, la rémunération en fonction de la grille, donc tous ces petits outils qui, disons, réfléchis collectivement, explorés collectivement, ça rend, disons, l'appropriation plus facile, quoi, au sein d'un collectif. Merci. J'invite les participants à ne pas hésiter à poser leurs questions, peu importe dans quel onglet discussion ou QR, pour que je puisse les retransmettre à Fanny. Moi, j'ai une dernière question qui me vient en tête, c'est la question de quelles sont en fait tout simplement vos perspectives pour le futur? Voilà, est-ce que vous avez des idées pour la suite, peut-être des projets à venir, des choses à partager, ou en tout cas, quelle est la vision que vous portez pour le territoire et pour vos missions? Alors, déjà sur le groupement d'employeurs, donc de continuer à sensibiliser à cette possibilité de partage de l'emploi. Je pense aussi dans le contexte actuel où il y a peut-être des associations qui vont se dire en fait, on n'a plus les reins assez solides pour continuer à porter des salariés. Donc, est-ce que nous, on sensibiliserait pas au fait que c'est possible de faire glisser un contrat vers un groupement d'employeurs et trouver potentiellement une autre association qui pourra accueillir également ce salarié. Donc, c'est de continuer cette sensibilisation, la communication au groupement d'employeurs, de aussi renforcer l'animation territoriale, hein, clairement, inviter d'autres réseaux à participer aux échanges. Et puis, sur l'accompagnement à la fonction employeur, tant qu'elle ne sera pas quasiment systématique, je pense, pour les associations amenées à devenir employeuses ou en l'étant déjà, et ben c'est vrai que c'est un frein aussi au développement de l'emploi et au développement de l'emploi aussi de qualité pour
pour les salariés associatifs. Ensuite, voilà, nous, on doit aussi travailler sur l'évolution de notre politique de prix. Là, c'est dans les, disons, c'est dans les clous. On veut aussi pouvoir essaimer en fait le dispositif, tout ce qui a été fait en termes de méthodologie sur d'autres territoires. Si jamais il y a des envies de créer également des groupements d'employeurs, on est disponible pour partager aussi l'expérience, les limites, un peu les prérequis avant de créer ce groupement d'employeurs. Voilà, c'est un peu ce qui vient. Super, c'est justement l'esprit de ce webinaire aujourd'hui, donc c'est super. Je ne sais pas si Fanny, vous souhaitez ajouter quelque chose n'hésitez pas, on a créé un site internet, mais peut-être vous pourrez renvoyer le lien après. Ça s'appelle emploimutualiséess.bzh. Et on a créé des petites vidéos aussi qui expliquent un petit peu ce que c'est qu'un groupement d'employeurs, comment ça fonctionne, donc qui sont visibles sur le site du Résam aussi, pour avoir une première approche. Merci beaucoup pour ce témoignage, Fanny. Merci. J'avais prévu d'alterner un témoignage groupement d'employeurs, un témoignage CAE, mais en fait, je me dis que d'avoir maintenant le témoignage du GEMS 23 serait intéressant pour compléter justement un peu la vision de ce qu'est un groupement d'employeurs. Donc, si ça vous convient, je vais demander à Nathalie Lefebvre de présenter le GEMS 23 dans la même démarche, nous expliquer comment il s'est créé et pourquoi. Bonjour, bonjour, je fais juste le temps que je retrouve comment activer le micro. Voilà qui est fait, vous m'entendez tous? Oui, très bien. Voilà, alors donc, du coup, je vais essayer de prendre la suite. Alors effectivement, nous, on a aussi un groupement d'employeurs qui est un petit peu différent. Nous, il a été créé en 2015 avec un début d'activité en 2016. Nous sommes spécialisés dans le médico-social. Donc, le choix de la spécialisation dans le médico-social, c'était d'abord par rapport aux membres fondateurs qui étaient du médico-social. Et puis, nous voulions rester dans un secteur d'activité non soumis à TVA. Voilà, parce qu'il faut savoir que, mais je crois que c'est le cas du précédent GE aussi, même s'il est dit multisectoriel, puisqu'il faut savoir que si nous prenons un seul adhérent soumis à la TVA, tous nos adhérents seront soumis à la TVA. D'où l'intérêt pour un GE, en tout cas dans nos secteurs d'activité, de se spécialiser. Notre intérêt de la spécialisation, effectivement, est la bonne connaissance du domaine d'activité pour le choix des salariés. Voilà le choix qui a été fait. Il a été fait, pourquoi on a fait ce choix-là au début? C'est après un constat de la part de nos adhérents fondateurs qui ont constaté plusieurs milliers de CDD par an pour les structures du médico-social, en particulier du handicap. Il faut savoir qu'un établissement peut faire jusqu'à 80-100 CDD par mois pour remplacer ses salariés. Que la plupart de ces CDD, de ces remplacements, en fait, étaient des remplacements prévisibles. 80% sont des remplacements prévisibles, à savoir des congés payés, des formations, des RTT, des congés mat qu'on peut aussi anticiper. Et que ces CDD, comme tout employeur le saura, sont quand même déclenchent un risque prud'homal, sont chronophages pour les équipes RH et source de stress, que tous ces remplaçants, ils changent beaucoup, ils bougent beaucoup, parce que quand on prend, un mois on ne le prend pas, un mois on le prend beaucoup, et puis après il disparaît. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à les fidéliser, que ces remplaçants n'ont pas accès à la formation, ou en tout cas plus difficilement puisqu'ils sont demandeurs d'emploi entre-temps. Et donc, après tous ces constats-là, ils se sont dit, la solution pourrait être de créer un groupement d'employeurs. Parce que sur le principe du groupement d'employeurs, les salariés sont salariés du groupement d'employeurs et mis à disposition dans les structures adhérentes. On est un petit peu différent des ETT. Alors, tous les GE vous le diront, on se bat beaucoup là-dessus. On n'est pas une entreprise de travail temporaire. Pourquoi? Parce qu'on ne répond pas à l'urgence. Comme je vous disais en introduction, l'étude qui a été faite, c'était de répondre aux absences prévisibles. Donc, on ne répond pas ou peu à l'urgence.
On n'est pas là pour ça. On est là vraiment pour travailler avec eux sur la fidélisation et la formation des salariés. On travaille avec les adhérents aussi de façon très proche pour bien connaître les adhérents, pour bien connaître leurs besoins en personnel et mettre à disposition les gens qu'il faut et toujours les mêmes. Être prétentieux à ce point-là, mais le plus souvent les mêmes dans les mêmes établissements. De cette façon, alors nous, on a un public, je vous le disais en introduction, médico-social et en particulier de structures d'accueil du handicap et d'EHPAD. C'est un public fragile qui n'aime pas trop les changements d'intervenants. Ce qui fait que nous, en travaillant avec le groupement d'employeurs, on essaye d'avoir souvent les mêmes intervenants dans les structures. C'est facilitant pour les résidents, c'est facilitant pour les salariés d'adhérents qui n'ont pas à les reformer à chaque fois et c'est plus confortable pour les salariés remplaçants qui arrivent régulièrement dans des structures qu'ils connaissent bien. Vous avez des questions par rapport à ce démarrage et à ce choix? Alors, je pense que non, mais pardon, je vais dire, je pense que le choix est très clair. Il y a une précision intéressante qui est faite par un participant qui rappelle qu'il existe en effet des GE multisectoriels ou monosectoriels fiscalisés et non fiscalisés, mais quasiment tous sont sous statut associatif et c'est ce qui fait la différence du coup entre le groupement d'employeurs qui va être à but non lucratif et l'intérim qui va être à but lucratif. Voilà, tout à fait. C'est aussi une autre différence entre l'intérim et l'OGE qui est vraiment dans une optique de mutualisation, de coopération au bénéfice autant des salariés, des adhérents que des résidents ou des utilisateurs. Nous, contrairement au précédent GE, on n'a pas de toutes petites associations, ou très peu. On est parti avec de très grosses associations. Enfin, très grosses. On est en Creuse. Hein. Donc, les grosses associations de Creuse, à savoir dans nos membres fondateurs, on avait l'ADAPI, deux grosses associations d'aide à domicile, l'AREA, une autre association du handicap qui était un peu plus loin, et la Fondation Partage et Vie, avec des EHPAD et des associations du handicap pour l'essentiel. Depuis, nous avons rejoint la PAGE creusoise et la LEVPA. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, après 4 ans d'existence, l'année dernière, on était à 46 800 heures de mise à disposition pour 24 000 heures en 2018. Donc, c'est un développement important, ce qui signifie que les adhérents, ils voient tout leur intérêt. Ils gagnent beaucoup de temps en termes de RH, ce qui libère les RH d'une activité qui est chronophage, qui est stressante et qui leur permet d'avoir d'autres activités, par exemple sur la prévention des risques AT, sur la qualité, sur la formation, sur divers projets. Et c'est vraiment un gain, enfin, c'est quelque chose qu'ils recherchent et qu'ils apprécient beaucoup. Alors, pardon. Non, mais vous alliez continuer, je vous laisse. Vous allez continuer. Je lisais les suites. Dans quelle mesure le GE est une solution intéressante de coopération, de mutualisation en secteur rural? Oui. Ça permet, alors l'important dans la mutualisation des salariés, nous quand on gère les remplacements récurrents, ça permet aux adhérents de savoir que les salariés, on a toujours un vivier de salariés disponibles et qu'on peut répondre à leurs besoins et qu'on conserve, et nous on fidélise les salariés puisqu'on leur propose un CDI, donc on conserve sous la main des salariés qu'ils apprécient et on permet de les former pour qu'ensuite ils puissent être recrutés directement par les adhérents. Nous, on a deux types de formation, du coup. Soit on les forme en diplômant, soit on apporte un complément à leur formation diplômante quand ils l'ont obtenue, parce qu'ils sont jeunes professionnels. Ils peuvent se donner une expérience dans des établissements différents. Et ainsi, quand un adhérent a besoin de quelqu'un, il va pouvoir trouver dans notre vivier de salariés des salariés qui ont quand même acquis une certaine expérience et qui peuvent apporter aussi des choses aux établissements. Contrairement à beaucoup d'employeurs, on ne vise pas la fidélisation de nos salariés. Alors, on n'est pas nombreux, hein, GE forcément dans ce cas-là. On a aussi, nous, une fonction d'aide au recrutement de nos adhérents. Quand nous, on forme quelqu'un, on sait que potentiellement, dans 2 ans, il sera parti chez un adhérent. Et on travaille toujours dans cet esprit-là avec les adhérents. Le groupement d'employeurs apporte aussi dans un secteur très rural, il permet de mutualiser
des professionnels dans des métiers dits rares. Je pense chez nous, un psychologue, un ergo, un psychomotricien, c'est introuvable. Alors quand en plus on leur propose que des temps partiels, ça peut être très compliqué. Donc nous, on peut travailler avec eux. Alors ça reste compliqué à recruter, mais on peut travailler avec eux, à les mutualiser pour pouvoir offrir des temps pleins. Et ils sont très partants là-dessus. Et puis, dernière chose que peut permettre le GE, donc deux autres choses, c'est que le GE peut permettre aussi de mutualiser des professionnels pour des actions communes. C'est-à-dire qu'on répond alors en Creuse, on a la chance d'être dans un département où la coopération et la mutualisation ne sont pas que des mots. En fait, on y travaille beaucoup. Nos structures, y compris ADAPI et APACH, travaillent beaucoup ensemble. Et il nous arrive souvent de répondre, enfin souvent, en tout cas, ça arrive régulièrement de répondre à des projets communs. On se réunit, on travaille ensemble à des réponses à l'appel à projets communs. Et parfois, pour un projet commun, eh ben, c'est bien d'avoir des salariés communs. Et par exemple, sur une action prévention des risques accidents du travail au sein des structures d'aide à domicile, le groupement d'employeurs porte un ergothérapeute et un préventeur de risques qui travaille avec les 7 associations d'aide à domicile du département sur cette action qui est financée par l'extérieur, par des financeurs. Donc, ça a permis d'organiser une action partagée parce que ça aurait été très compliqué d'avoir un SAD, par exemple, qui porte un ergo pour tout le monde. Et ça aurait été très compliqué à organiser. Le GE, c'est son métier, de partager des salariés. Et pour ces actions communes, on travaille vraiment à être impliqué dès le départ, dès le montage de projet, pour pouvoir travailler pour pouvoir travailler ensemble, parce que souvent, on n'est pas d'énormes structures. Et pour construire des projets intéressants sur le territoire, il vaut mieux qu'on s'associe. Et le GE, il peut être une plaque tournante. Et puis, autre chose de plus que je n'ai pas précisé tout à l'heure, avec toutes mes excuses, sur la formation des salariés et les avantages, c'est que nous, quand on a 2 salariés qui sont en CDI au sein du groupement d'employeurs, on facilite leur intégration, on facilite leur formation au sein des équipes par ce qu'on appelle des immersions. C'est-à-dire que quand on sait qu'un salarié, on présuppose qu'un salarié pourra intervenir dans une association, quand les emplois du temps ne sont pas très pleins, on lui permet de faire une immersion qui n'est pas facturée dans un établissement où il pourrait éventuellement intervenir. Ça nous permet de valider qu'il y sera bien, qu'il est en capacité d'y intervenir, et ça le prépare à une future intervention si elle doit se faire un tout petit peu en urgence parce qu'on a un salarié malade. Au moins, il connaît, et il n'arrive pas un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles. C'est rassurant pour les salariés de l'adhérent et c'est rassurant pour les nôtres aussi. Justement, Nathalie, à ce sujet, il y a une question de Christelle qui demande si cette formation est qualifiante. La formation proposée. Alors, nous, on a plusieurs types de formations. Nos salariés accèdent à des formations qualifiantes. On forme beaucoup aux formations de base qu'on a, nous, dans nos médico-sociales, c'est-à-dire le DEAES. On a formé des surveillants de nuit, mais on a aussi des formations des formations certifiantes qui amènent au diplôme, et puis on a des formations simplement qualifiantes. Les immersions ne sont pas qualifiantes. Elles sont juste, c'est juste une façon de mieux intégrer, de mieux accueillir les salariés. Oui. Non, mais je vous laisse continuer si vous êtes sur votre lancée. Voilà. Alors, juste une toute petite précision sur le fait que le GE est-il créateur d'emplois dans les structures. Alors, nous, GE, on n'est pas créateur d'emplois, hormis pour nos administratifs. Les emplois existent, puisque c'était déjà des CDD qui étaient faits dans les structures. Nous, on ne crée pas les emplois, on les organise, on les structure, on permet aux gens d'être on les pérennise, on sécurise les emplois des salariés et on leur permet l'accès à la formation. Mais en soi, on crée peu d'emplois, puisqu'ils existent déjà, les établissements les prendraient de toute façon, soit ils les prendraient en CDD, soit ils prendraient d'un CDD, soit ils les recruteraient en temps très partiel,
mais en tout cas, il les recruterait. Tandis que nous, par exemple, on va permettre, plutôt que de 2 structures et 2 CDD à temps très partiel, de construire un CDI. D'autres questions? Moi, j'avais une question concernant l'impact qu'a eu la crise sanitaire sur justement le GEMS 23. Est-ce qu'il y a des constats que vous avez faits? Est-ce que ça a été difficile ou au contraire, est-ce que vous avez été une structure assez résiliente et pourquoi Alors, c'est très particulier, nous, dans le médico-social, parce que à la fois, pour nous, ça a été facteur d'activité, parce que dans les structures, ils ont eu besoin d'aide et de remplacement, mais ça a été, en termes en termes financiers, ça a été très coûteux. Et on a perdu de l'argent sur cette année. Alors pourquoi? Parce que surtout dès le premier confinement, à la demande des adhérents, on a choisi de ne plus partager les salariés. Il était hors de question que les salariés du groupement d'employeurs qui, en principe, évoluent d'un établissement à l'autre, puissent éventuellement amener la Covid d'un établissement à un autre. Donc, nous, on a choisi à ce moment-là, en travaillant avec les adhérents, de dire que chaque salarié n'intervient que dans un seul établissement. Mais en fonction des besoins, l'établissement n'avait pas nécessairement besoin d'un temps plein. Ce qui veut dire que nous, on s'est retrouvés avec des salariés CDI dont le planning n'était pas plein, donc qui à la limite, la mise à disposition ne rapportait pas suffisamment d'argent pour les payer ou pour payer nos charges. Mais à côté de ça, de devoir prendre des CDD pour répondre aux besoins des autres établissements, à partir du moment où on ne les partage pas. Et ça, c'était compliqué parce que du coup, on ne pouvait pas avoir affaire au chômage partiel parce qu'on ne pouvait pas expliquer à la directe qu'on mettait des gens, je vais dire n'importe quoi, mais un DEAES ou un veilleur de nuit en chômage partiel et qu'à côté de ça, on a recruté un autre en CDD. Ça me semblait quand même compliqué. Donc voilà, donc ça a eu un coût pour nous sur ce plan-là. Par contre, c'était aussi un investissement parce que nous, ça nous a permis aussi d'obtenir une reconnaissance des services des financeurs qui ont vu tout le travail qui avait été fait. Ça nous a permis de mieux travailler avec des adhérents qui venaient d'arriver, de nouveaux adhérents qui, du coup, nous ont mieux connus. Ça a créé des liens, ça permet derrière de développer l'activité. Ça a eu un effet un petit peu campagne de communication. Voilà, ça a eu cet effet-là. Et derrière, on a d'autres adhérents qui sont arrivés, des structures qui commandaient peu, qui sont mises à commander plus. Donc voilà, aujourd'hui, on en récolte les fruits, mais c'est vrai que l'année 2020, financièrement, ça a été compliqué. D'autant que nous, on n'est pas reconnu établissement. C'est assez novateur, hein, les GE, malgré que ça existe depuis un peu de temps, c'est un peu novateur. Et du coup, nous, on n'a pas eu droit à toutes les aides dont ont pu bénéficier les établissements. D'accord, merci Nathalie pour ce témoignage. Je vais vous laisser conclure et peut-être revenir sur ce que le GEMS 23, la place qu'a le GEMS 23 dans l'écosystème territorial, donc les relations que vous entretenez avec les autres structures, les collectivités, même les habitants, comment est-ce que le GEMS 23 est perçu et tout simplement l'impact qu'il a sur votre territoire. Alors, le GEMS 23, maintenant, c'est vrai qu'il commence à être un peu connu parce que nous, il est vrai qu'aujourd'hui, les 3 grosses structures d'accueil du handicap de Creuse sont adhérentes au groupement d'employeurs et ne passent quasiment que par le groupement d'employeurs pour leur remplacement. Donc, on commence à être un petit peu connu. Ceci dit, il faut encore travailler là-dessus parce que, comme disait la personne qui parlait avant moi, la difficulté, c'est que les groupements d'employeurs ont du mal à être identifiés. On a beau dire, répéter, etc. C'est un petit peu compliqué. Et les salariés ne voient pas très bien qui on est, ce qu'on fait. Ils nous confondent avec le Rotary Club ou le Lions Club, ils ne savent pas très bien. Les employeurs qui se regroupent pour discuter. Donc, on a beaucoup de travail à faire dessus pour que les salariés viennent vers nous. On a beaucoup aidé les structures à trouver, surtout les structures un peu isolées, mais on paye un peu les freins des problèmes de ruralité avec les problèmes de distance, avec les problèmes de garde d'enfants et avec les difficultés à répondre à des commandes de structures très éparpillées sur un secteur géographique extrêmement rural.
pour les salariés, parfois, ça peut être un peu compliqué. Après, aujourd'hui, je pense qu'on commence à être suffisamment connu pour avoir de bonnes relations avec les financeurs qui, de fait, nous appellent quand ils ont des projets communs. Le groupement d'employeurs, maintenant, est souvent mis dans la boucle dès le départ. En tout cas, quand il s'agit de projets communs dans le médico-social, on est dans la boucle dès le départ pour voir comment on peut ensemble permettre d'organiser quelque chose de commun et de partager. Merci. Il y a 2 questions qui vous sont adressées. Nathalie, je vous laisserai y répondre si c'est possible à l'écrit dans l'onglet Q&R. Une question sur qu'est-ce que c'est qu'être adhérent et une question sur la formation selon les handicaps. Mais voilà, je pense que pour une question de respect du timing, on va passer au témoignage suivant. Mais en tout cas, un grand merci à toutes les deux, Fanny et Nathalie, pour vos témoignages qui nous ont permis de vraiment mieux comprendre ce qu'était un groupement d'employeurs et surtout comment est-ce qu'au sein d'un territoire rural, il apportait des réponses à des besoins concrets. Excusez-moi, juste, je ne vois pas toutes les questions en fait, dont vous m'avez parlé. Parce que je vois une question sur l'alternance et les autres, je ne les vois pas. Alors, il faut, sur l'alternance, en fait, il ne faut pas cliquer sur l'onglet discussion, mais sur l'onglet Q&R qui se trouve à côté, en bas de votre écran. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Super. Merci. Voilà, donc du coup, on va revenir sur le sujet des CAE et je vais proposer à Sandrine Lacorne, qui est la directrice de la SIC Interstice, de nous présenter la SIC, la CAE et aussi l'ensemble dans lequel elle s'inscrit. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Bon, mais moi, je vais venir illustrer un petit peu les propos du coup de Cécile. Donc, en effet, je suis directrice d'une coopérative d'activité d'emploi qui est sous forme de SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, sur le territoire du plutôt Sud-Land et le Pays Basque. Donc, on est voisine avec Cécile. Et j'ai aussi la chance de partager un siège au conseil d'administration de la fédération avec elle. Du coup, alors, notre coopérative d'emploi accompagne à peu près 100 à 120 entrepreneurs sur le territoire que je vous ai indiqué, qui est un territoire qui est très contrasté, parce que c'est un territoire qui se situe sur la côte atlantique, donc sur laquelle il y a, on va dire, pas forcément une forte densité de population, mais une forte densité d'activités touristiques qui amène beaucoup de population pendant les périodes estivales comme en ce moment. On est dans du périurbain, mais on a aussi un territoire de terre, on appelle ça comme ça chez nous, il y a l'entrecôte et la terre. Et au niveau de l'entrecôte et de la terre, avec une densité de population vraiment très faible, et on est en forte ruralité. Nous, on bénéficie de lieux pour rencontrer les entrepreneurs, à la fois dans ces zones plus rurales et dans les zones un peu plus urbaines. Et donc, il est important pour nous d'avoir des lieux de proximité pour pouvoir s'assurer de répondre aux besoins de tous, avec toutes les difficultés qui ont été évoquées par tous les intervenants. Du coup, de l'intervention, en effet, dans un milieu rural sur lequel il y a, on va dire, un taux d'entrepreneurs par rapport à l'accompagnement beaucoup plus faible. S'il y a une personne qui vient de l'équipe accompagner des entrepreneurs dans une zone rurale, en général, elle en envoie moins dans la journée. Et donc, malheureusement, si on parle de rentabilité, ce n'est pas forcément aussi efficace qu'on est sur un territoire plus urbain. Mais pour nous, ça fait partie de notre finalité. Nous sommes des structures d'intérêt collectif, à but non lucratif. Donc, la rentabilité, c'est juste ce qui nous permet de nous assurer qu'on est équilibré financièrement. On n'est pas là pour générer des forts profits, même s'il en faut pour pouvoir développer nos structures. Mais bon, on est là pour ça. C'est un service d'intérêt collectif que l'on rend. Donc, on doit pouvoir être en rural, répondre aux besoins des plus grands nombres et être là où on a besoin de nous. Et c'est vrai que les discussions avec les collectivités pour nous permettre d'équilibrer, de nous financer suffisamment pour pouvoir remplir ces missions, elles sont essentielles. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'en milieu rural, la CAE, elle génère vraiment un cercle vertueux. Ça a été dit, il y a un attrait de plus en plus important vers les territoires ruraux par les urbains, et c'est d'autant plus vrai dans les territoires comme les nôtres du sud-ouest, qui en plus ont l'attrait d'avoir un territoire où il y a à la fois la mer, la montagne, de l'urbain et
du total rural. Donc, on est une des zones d'attractivité les plus fortes en France depuis déjà quelques années. Et on le voit très fortement parce qu'on se retrouve avec énormément de personnes qui viennent vivre chez nous, qui ont pour beaucoup des très fortes qualifications et qui se retrouvent dans un territoire où il y a peu d'activité économique malgré tout, puisque nous sommes une zone attractive, mais essentiellement touristique, avec peu d'activité industrielle, peu d'activité tout court. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui viennent chez nous comme un Eldorado et qui ont des difficultés à y trouver un emploi. Donc, on a des personnes très qualifiées qui viennent sur le marché du travail, qui, du coup, ça entraîne systématiquement de la déqualification à tous les niveaux de l'emploi, puisque ceux qui étaient déjà sur le territoire se retrouvent concurrencés avec des très fortes qualifications, et ceux qui ont des très fortes qualifications se retrouvent à devoir occuper des emplois qui ne correspondent pas à leur spécialité, à leurs compétences qu'ils avaient développées par le passé. Donc, ça entraîne en plus des déséquilibres sur le marché du travail. La CAE, c'est une façon pour ces personnes qui ne souhaitaient pas forcément toujours entreprendre par principe, ils souhaitaient avant tout vivre mieux et trouver du sens. Ça peut être une façon de leur trouver une alternative à un emploi salarié qu'ils ont des difficultés à occuper, à trouver tout court, en essayant de proposer leur expertise aux entreprises du territoire. Et là où c'est vertueux, c'est que sur le marché du travail, ça permet de rééquilibrer un peu les choses, mais ça permet aussi de développer une offre de qualité avec des fonctions support qui sont essentielles aux entreprises du territoire. On est sur un territoire où il y a énormément de petites TPE et de petites PME qui ont souvent peu les moyens de développer des fonctions support, donc la gestion, comme on l'a dit, pour les structures de l'ESS ou le marketing, mais c'est vrai pour tout type d'entreprise et pour les petits artisans. Et le fait d'avoir finalement autant de force sur le territoire de compétences, ça permet aussi de faire levier à ces petites TPE et PME qui peuvent avoir recours à des consultants qui ont des compétences fortes. Donc, c'est très positif. Il y a aussi le fait que, bien entendu, il y a des nouvelles personnes qui arrivent en rural et ils cherchent des services qu'ils avaient avant quand ils étaient dans un environnement urbain. Dans les CAE, on accompagne aussi énormément de personnes qui vont pouvoir offrir des réponses à ces besoins. Donc, du coup, on permet à tous les niveaux de la chaîne, les CAE finalement, mais pas que, là je cite des CAE parce qu'on est là pour parler de ça, mais c'est quand même un très bon outil pour à la fois sécuriser l'entrepreneuriat et permettre donc à ceux qui ne l'ont pas forcément choisi à la base, mais qui veulent absolument s'en sortir et trouver des solutions, d'avoir un cadre un peu plus proche du métier de salarié qu'ils avaient avant, parce qu'on mutualise, qu'on crée du lien social, on a des collègues, ce n'est pas forcément des collègues du même secteur d'activité, mais c'est la même entreprise, c'est l'entreprise partagée, c'est la CAE. Donc, ça répond à ce besoin-là et ça crée aussi de l'activité sur le territoire. Donc, tout ça, ça me paraît vraiment très, très important. On s'inscrit aussi en parfaite complémentarité avec les outils qui ont été cités, c'est-à-dire que nous, par exemple, on est intégré dans ce qu'on appelle un pôle territorial de coopération économique, donc c'est un collectif d'acteurs de l'ESS, et dans ce collectif, il y a 4 groupements d'employeurs, 4 GIEC et 2 GE. Il y a énormément d'entrepreneurs d'interstices qui sont aussi parfois soit issus du GE, soit qui trouvent aussi des débouchés au travers du GE. On travaille aussi avec un centre de formation qui est dans le pôle de coopération. On a développé avec notre collectif un incubateur et du coup un incubateur de projets d'utilité sociale. Et comme le disait Cécile, c'est aussi un moyen pour apporter des réponses à des projets collectifs. Il y a 2 types de projets collectifs. Il y a les projets collectifs, mais qui ont des finalités lucratives à la sortie. Et ça, les CAE savent les accompagner. Mais il y a aussi des projets collectifs avec une finalité non lucrative, recherchant à répondre à des enjeux territoriaux. Et ces projets-là, Cécile a raison, il faut souvent un accompagnement très spécifique. Et donc, on travaille avec un incubateur pour les accompagner. Mais la CAE est aussi un maillon d'accompagnement, étant donné que certains de ces projets ont besoin aussi d'un statut juridique pour se tester avant de choisir le statut juridique final. Et certains passent par le biais du test en coopérative. Donc, on est aussi très
on génère un écosystème et on participe à un écosystème local. Et donc, la place de la coopérative, elle est très forte dans l'environnement de coopération. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que beaucoup de choses ont été dites. Est-ce que vous voulez des compléments particuliers? Ben, merci beaucoup déjà pour ces premiers éléments qui sont vraiment intéressants, que ce soit les atouts d'une CAE en milieu rural, mais aussi comment est-ce qu'au sein du PTCE, est-ce que vous entretenez des relations avec les autres structures. Peut-être que ce serait intéressant pour les participants de vous entendre sur la question des enjeux auxquels les CAE font face en milieu rural et peut-être est-ce que c'est plus difficile d'animer une CAE en zone rurale qu'en zone urbaine, selon voilà, votre propre expérience et voilà, quels sont les freins que vous rencontrez aujourd'hui? Oui. Alors, en effet, c'est quand même plus complexe, puisque nous, le principe d'une CAE, il est de créer un collectif d'entrepreneurs qui partagent, qui mutualisent des outils, qui partagent une entreprise collective. Pour partager, pour coopérer, il n'y a pas photo, il faut se voir, quoi. Il faut se voir, il faut se connaître, faut se sentir, comme dirait une collègue à moi. Et c'est vrai que plus on est éloigné et plus la distance par rapport au lieu au sein desquels on génère des événements, ben, ça complexifie ce sentiment de faire partie d'un tout, quoi. Donc, on essaye le plus possible de délocaliser certains événements collectifs de façon à ce qu'ils ne soient pas toujours dans les mêmes endroits, à ce qu'on les fasse aussi en rural, de façon à ce que les entrepreneurs de ces différents territoires se sentent bien dans un collectif. Mais ça reste quand même complexe parce que nous, comme je vous disais, on a 100 à 120 entrepreneurs. Quand on fait un événement, s'ils sont à les 15, on est super content. Donc, si on fait cet événement très rural, on est sûr d'avoir encore moins que les 15. Donc, oui, c'est un enjeu de réussir à créer un collectif quand on a des freins à se voir, quand c'est compliqué de se voir, c'est certain que c'est un frein. C'est aussi pour ça qu'on essaye, au travers du pôle de coopération, de créer des dynamiques sur les territoires ruraux où on intervient entre des différents types d'outils. C'est-à-dire de créer du lien entre ceux qui sont accompagnés au sein de accompagnés, c'est même pas le terme, qui constituent la CAE, mais aussi peut-être des membres du groupement, mais aussi peut-être des membres de l'incubateur, que ces collectifs-là, ils soient encore plus décloisonnés, puisqu'on aime beaucoup, c'est essentiel pour nous la question du décloisonnement dans les CAE, entre les secteurs d'activité, entre les types de publics, mais ça l'est aussi du coup entre nous partenaires. Et le fait de décloisonner un petit peu les événements en créant des temps collectifs, mais des temps collectifs entre des acteurs pas forcément du même outil, ça marche assez bien. On a par exemple une antenne à Hendaye. Alors Hendaye, ça va vous paraître quelque chose d'urbain parce que c'est connu, c'est la plage, etc. Mais Hendaye, c'est une petite ville en réalité. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, pas tant que ça d'habitants en tout cas, à l'année. Et sur Hendaye, par exemple, on crée des événements avec 3-4 structures. Et du coup, on arrive à créer un collectif assez uni de membres de la CAE, mais de membres de nos structures de l'ESS tout court. Et ça permet de pallier à cette question de ruralité. On a aussi fait ça en Soule, qui font partie des terres du Pays Basque. Et là, vraiment, la densité est très, très, très faible. Et on s'est réunis à plusieurs structures de l'ESS pour pouvoir faire vivre un collectif, parce que si on essayait de les faire vivre individuellement, on n'y arrivait pas. Merci beaucoup. Et justement, sur la question de la crise sanitaire, est-ce que vous pourriez dire 2 mots sur, parce que j'entends ce que vous venez de nous partager sur la difficulté de vous rassembler et de faire des événements du coup en zone rurale. Est-ce que les outils de numérisation n'ont plus aidé en quelque sorte? Donc déjà, ça, c'est une première question que j'avais à vous poser. Et ma deuxième question, et ce sera ma dernière, j'invite les participants à poser les leurs s'ils en ont, ce serait, est-ce que vous avez des exemples concrets pour illustrer ce que ça apporte à un entrepreneur de faire partie et de constituer une CAE en zone rurale? Donc, si vous avez quelques exemples concrets de porteurs de projets à nous partager, d'histoires à nous partager, ce serait super. Ouais. Alors, la crise sanitaire, alors oui, carrément, on s'est rendu compte, on avait déjà commencé à expérimenter un petit peu les outils numériques pour justement mieux répondre aux besoins des territoires ruraux. Mais on était super sceptiques. On se disait le plus important, c'est de se voir, c'est de se toucher, c'est pas possible en numérique, c'est désincarné, c'est bon.
Sauf qu'on s'est rendu compte que pas du tout. Et justement, les événements où je vous disais que si on était 15, on était super contents. Pendant la crise sanitaire, on arrivait à être 30, voire 40 grâce aux outils numériques. Donc, on s'est en effet rendu compte qu'il fallait peut-être un peu plus les utiliser et pouvoir peut-être encore plus se former à leur utilisation pour les rendre plus conviviaux et surtout de cadencer du numérique, du présentiel, pas que l'un ou l'autre, quoi. Donc, ouais, carrément, la crise sanitaire, pour nous, ça a été vraiment un outil qui nous a permis de nous rassurer. Pas un outil, mais bon, vous m'avez compris, une situation qui nous a permis de nous rassurer sur la question du non-présentiel et du numérique. Et ça a aussi été une façon de encore plus permettre aux entrepreneurs d'identifier à quoi ils appartenaient. On a une entrepreneuse qui nous a dit justement en visio pendant la crise sanitaire, et c'est quelque chose qui nous a beaucoup touché, c'est qu'elle nous a dit avant, j'étais heureuse d'être en CAE, je m'y épanouissais. Alors c'est l'entrepreneur salarié, puisqu'on a deux statuts d'entrepreneur. Je m'y épanouissais, elle était là depuis 5-6 ans, donc elle y était heureuse. Et elle nous a dit maintenant, je sais pourquoi. La crise sanitaire, ça lui a vraiment permis d'identifier en quoi le collectif, ça permettait de soutenir son projet et d'obtenir elle-même, humainement, du soutien et le soutien dont elle avait besoin pendant cette crise sanitaire. Donc ça a été une parole très forte qui a été ensuite partagée par tous les membres de la visioconférence en disant que vraiment, ils avaient encore plus identifié le sens de ne pas être seuls, quoi. Bien sûr, de mutualiser des outils, mais aussi de ne pas être seuls. Et la crise sanitaire, ça nous a aussi permis, nous, les CAE, au sein de la fédération, Cécile pourra en témoigner, de valoriser un plaidoyer national pour pouvoir obtenir des droits pour ce statut qui est un statut comme les GE, qui commence à être ancien, mais qui reste malheureusement novateur. Je dis malheureusement dans le sens où il y a encore beaucoup trop de points d'interrogation sur tout un tas de sujets juridiques. Et ça nous a permis d'obtenir, grâce au plaidoyer qu'on a réussi à construire tous ensemble avec la Fédé, la reconnaissance du statut pour obtenir le chômage partiel. Donc, ça a été un apport direct aux entrepreneurs de la CAE qui se sont retrouvés dans une situation très délicate parce que pas de marché, mais qui ont pu bénéficier du chômage partiel. Donc, c'est quand même pas rien du tout. Pour exemple, je pourrais citer un exemple de 3 entrepreneurs qui travaillent en Pays Basque, dans les terres, qui ne se connaissaient absolument pas et qui avaient des difficultés à développer leur projet parce que la prospection était beaucoup trop vaste quand on est sur un territoire urbain. Ne serait-ce que le périmètre géographique pour obtenir, on va dire, le nombre d'entreprises du panel suffisant pour pouvoir faire une prospection efficace, il est aussi complexe, quoi. Donc, elles ont décidé, elles étaient 3, de mutualiser leur prospection, chacune se partageant des espaces dans leur territoire et faisant la communication des autres, quoi. Donc, à 3, elles ont communiqué à chaque fois sur leurs 3 projets et ont réussi à développer petit à petit leur marché parce que elles faisaient gagner énormément de temps à ne pas avoir à couvrir l'ensemble du territoire. En plus de ça, elles ont permis aussi de proposer une offre du coup plus large puisque les 3 étaient dans le service aux entreprises et elles ont pu construire des offres communes qui leur ont permis de répondre à des appels à projets. Et chose qui leur était très difficile comme petite structure en rural, de répondre à des appels à projets départementaux ou de la grande agglomération, puisque chez nous, on a la particularité d'avoir une agglomération unique, l'agglomération Pays Basque, qui couvre l'ensemble du Pays Basque, autant vous dire que c'est immense, et donc il faut avoir les reins solides, quoi. Donc du coup, le fait d'être à plusieurs, ça leur a permis de répondre à ces enjeux-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Absolument, merci beaucoup pour cette illustration concrète. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot ou si vous avez quelque chose à rajouter. Sinon, je propose qu'on passe au dernier témoignage. Je vais juste répondre pour le plaidoyer. Il est en ligne sur la plateforme des CAE. Donc, si vous êtes une CAE, vous pouvez y avoir accès.
Super, merci beaucoup pour cette réponse en direct. Du coup, je vous propose qu'on passe au dernier témoignage. Du coup, encore une fois, Cécile, mais avec la casquette de directrice de Coaction pour nous présenter cette CAE et puis nous parler également de sa place au sein du territoire rural. Oui, alors vous parlez un petit peu de la coopérative. Coaction, c'est une CAE sous forme de SIC également. Donc là, vous avez un concentré parce que c'est quand même pas la plupart des CAE qui sont sous forme de SIC. Hein. La plupart sont sous forme de SCOP. Mais certainement que la thématique de la ruralité a joué aussi dans le fait qu'on soit toutes les deux ici avec vous aujourd'hui. Nous, la coopérative, elle est née en 2008 à la suite d'une étude de faisabilité et l'objet dans un petit village à Capcieux dans la forêt landaise voilà, un village de 1200 habitants et en fait pour répondre vraiment à un besoin d'apporter des services d'accompagnement à des porteurs de projets en milieu rural donc pour pas qu'ils se retrouvent isolés. Et donc, l'objet vraiment dans nos statuts, c'était d'accompagner au test et au développement d'activités en milieu rural pour rompre l'isolement et apporter de l'accompagnement et du collectif. On a été pendant 2 ans incubés au sein d'une plus grosse CAE qui s'appelle Oxalis, qui est en Rhône-Alpes. Et en 2011, on a créé la SIC. Donc la SIC existe depuis 10 ans. En fait, notre anniversaire bientôt d'ailleurs. Et du coup, au départ du projet, on a obtenu le soutien de plusieurs collectivités, notamment des communes, des communautés de communes et puis le département de la Gironde. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité créer une SIC. C'était pour formaliser ce partenariat et ce soutien avec les collectivités qui ont aidé à la création de la coopérative. Et au fur et à mesure, la coopérative s'est développée en secteur d'activité, en nombre d'entrepreneurs et en territoire d'intervention. Je le disais au début, on intervient sur 3 départements. Et en fait, avec ce développement, bien qu'on ait dans cet objet l'accompagnement de porteurs de projets en milieu rural, on a répondu en fait à des attentes d'entrepreneurs qui étaient plutôt situés sur la métropole de Bordeaux ou des plus grandes agglomérations. Parce qu'on a voulu garder cette ouverture pour les porteurs de projets, parce que sur la métropole bordelaise, d'autres CAE étaient déjà présentes et intervenaient sur ce territoire-là, mais on se rendait compte que des entrepreneurs se retrouvaient davantage dans l'offre que l'on proposait, qui avait cette singularité d'être très ancrée sur un territoire, empreinte de la ruralité, quoi, et de ce que ça apportait. Et en fait, on a voulu garder l'ouverture et aussi, je le disais au début de mon intervention, pour un équilibre économique, puisque, comme l'a dit Sandrine, l'enjeu en milieu rural, c'est de maintenir cet équilibre économique pour la structure, puisque les coûts liés à la coopération, au déplacement sont importants et plus importants que quand on est en zone urbaine. Et donc, nous, on a fait le choix d'accompagner, de faire évoluer nos statuts aussi, puisque ça, c'est une étape qu'on a eue après, mais d'accompagner des porteurs de projets à la fois en milieu rural et situés aussi en zone urbaine, et de nous, CAE rural, se développer aussi en zone urbaine. Donc, nous, on a créé un établissement sur l'agglomération de Bordeaux pour apporter ce service-là aussi aux entrepreneurs métropolitains et y trouver notre équilibre économique. Et c'est vrai qu'en fait, dès qu'on a passé cette étape-là, on a pu renforcer cet équilibre économique et
dans le sens où on a pu augmenter davantage l'autofinancement qui, dans une CAE, est généré par les entrepreneurs qui versent une partie de leur chiffre d'affaires, de leur marge à la coopérative, qui est une contribution pour financer les services mutualisés d'accompagnement, de gestion, etc. Et donc, nous, voilà, le fait de pouvoir intervenir à la fois en milieu rural et en zone urbaine a permis de trouver un équilibre économique qui fait qu'aujourd'hui, on est à 50% financé par les entrepreneurs à travers leurs contributions et 50% par des fonds publics. Et ça correspond assez bien en fait à l'objet aujourd'hui de la coopérative, qui est à la fois d'accompagner du test, le démarrage, et d'accompagner aussi le développement de l'activité par d'autres types d'actions, et d'intervenir en milieu rural et en milieu urbain. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en hybridant les activités et en hybridant les financements, on y trouve un équilibre et l'un peut nourrir l'autre et inversement. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais partager et qui nous a sécurisés en fait en tant que CAE rural. Et après, peut-être sur on a parlé du profil des entrepreneurs, mais peut-être revenir juste, en complément de ce qui a été dit jusque-là, c'est que en zone rurale aujourd'hui, on a on a quand même deux types de profils d'entrepreneurs, les néo-ruraux et les personnes qui sont issues de là où est établie la coopérative. Et donc c'est pas du tout les mêmes profils, c'est pas forcément les mêmes projets. Là aussi, il y a de la complémentarité, mais il faut pouvoir nous aussi apporter un service à ces différents types de profils. Dans les deux cas, je crois qu'on peut dire que les personnes, quelle que soit leur histoire, ce qu'elles viennent chercher, c'est de la sécurité et du collectif, surtout le réseau, le collectif, pour quelqu'un qui emménage en milieu rural ou pour quelqu'un qui est installé en milieu rural et qui a en fait, Sandrine le disait, la densité de population et même d'activité économique est faible, donc la CAE apporte ce réseau professionnel et cet appui. Voilà. Et donc ça, c'est un premier élément. Et aussi on n'en a peut-être pas trop parlé de la possibilité en CAE d'exercer des activités diverses. Et c'est la multi-activité et qui est peut-être un peu plus forte en milieu rural. C'est-à-dire que si nous, on a nous, Coaction, on a trouvé notre modèle en hybridant, en ayant plusieurs types de profils, plusieurs zones d'intervention. Les entrepreneurs aussi en coopérative en milieu rural, c'est peut-être un équilibre qu'ils trouvent aussi en ayant plusieurs types d'activités hébergées au sein de la coopérative. C'est-à-dire que à titre d'exemple, moi je pense à quelqu'un qui est à la fois qui est installé en zone rurale, qui est maraîcher, mais qui développe aussi une activité de formateur, puisqu'il intervient dans un centre de formation pour les BPREA, les diplômes agricoles, et qui est également naturopathe. Et en fait, le complément finalement des trois types d'activités, avec trois types de production, trois types de clientèle, lui permet de construire un revenu dans lequel lui il s'y retrouve et peut-être consolide ce revenu, quoi. Et sans qu'il y ait de statistiques ou de mesures, je pense que c'est peut-être une tendance qu'on peut facilement observer plutôt en milieu rural qu'en zone urbaine. Et aussi sur le développement des compétences. Les CAE, elles s'appuient beaucoup sur la formation et la montée en compétences des entrepreneurs, parce que ce qu'on n'anticipe pas forcément, c'est que quand on entreprend, même en coopérative, même si on bénéficie d'un appui financier, dans l'accompagnement, dans la gestion juridique, etc., dans les CAE, on s'efforce d'accompagner des entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise et monter en compétences dans plein de domaines de l'entrepreneuriat. Et en ça, il y a une forme d'inclusion assez forte en milieu rural, parce que les entrepreneurs sont peut-être un peu moins diplômés en milieu rural, mais à travers la CAE, ils osent se lancer parce qu'ils bénéficient de cet accompagnement. Et après,
eh bien, à travers leur parcours dans la coopérative, eh bien, ils vont pouvoir monter en compétences puisque l'activité d'entrepreneur le nécessite, et gagner en expertise sur des domaines comme la gestion ou le commercial ou la communication. Et c'est en ça que je pense que c'est vraiment utile en milieu rural, parce qu'il y a cette forme d'ouverture et d'inclusion qu'on peut avoir par notre activité, hein, tout simplement, et qui peut être vraiment pertinente dans des territoires où déjà il n'y a pas la culture d'entreprendre, et en plus il y a de nombreux freins à trouver des emplois quand on n'a pas forcément beaucoup de formation, quoi. Voilà. Donc ça, c'était deux éléments dont je voulais parler. Peut-être qu'on n'en avait pas trop parlé auparavant. Voilà. Et puis peut-être avant de terminer, sur le fait que voilà, l'impact de la crise sanitaire, dire que ça, voilà, Sandrine, elle partagera, et on s'en félicite au niveau de la fédération. Donc c'est vrai pour les CAE en milieu rural, mais ça va être vrai aussi pour la plupart des CAE, je pense. Voilà, cette crise, elle nous a beaucoup renforcés dans le modèle qu'on défend, parce que on a pu expérimenter la résilience et montrer que notre modèle, par le fait que, par la mutualisation, en fait, hein, le fait d'être ensemble rend plus fort, là, on l'a vraiment expérimenté, puisque voilà, en mutualisant des services, mais aussi de la trésorerie, en pouvant mobiliser l'activité partielle, eh bien, beaucoup de CAE ont pu absorber l'impact de la crise sanitaire sans être vraiment inquiétés, et même se sont développés. Et ça, c'est grâce au collectif, et puis grâce à la capacité qu'on peut avoir en CAE, et ça ne sort pas de nulle part, hein, c'est une culture qu'on acquiert, mais à innover, à s'adapter. Et les entrepreneurs, ils ont pu, comme peut-être ils étaient un peu plus sereins que dans d'autres statuts ou dans d'autres secteurs, les entrepreneurs ont pu se concentrer sur l'évolution de leur offre de services, sur l'innovation dans leur secteur, et pu développer de nouveaux services, de nouvelles prestations finalement, et s'adapter en fait à ce nouveau contexte. Et beaucoup d'entrepreneurs, aujourd'hui, ils ont gardé en fait tout un tas de nouveaux services que en fait ils ont été contraints de déployer pendant la crise sanitaire. Voilà. Merci beaucoup Cécile pour ce partage très riche de ces 10 années, presque 10 années d'expérience, et surtout aussi peut-être de cette comparaison du coup entre les zones rurales et les zones urbaines, vu que maintenant la CE est bien étendue. Peut-être juste en vraiment 2 mots, puisqu'on atteint la fin de ce webinaire, ce serait peut-être intéressant de revenir sur, parce que dès le début vous avez des relations fortes avec les acteurs publics et les collectivités qui vous ont fait confiance, et peut-être que ce serait intéressant de revenir sur justement est-ce qu'aujourd'hui ces relations sont toujours aussi fortes? Est-ce que ça va au-delà de l'inclusion dans la gouvernance? Comment est-ce que le soutien se manifeste? Et surtout, qu'est-ce qui les convainc en fait? Est-ce que depuis le début, ils voient les impacts que ça a pour le développement local? C'est ça? Ouais, c'est vrai que voilà, je le disais au début, l'implication des collectivités, elle a été très forte dans notre projet. Et au fur et à mesure des années, ça s'est étiolé, et puis ça a été plus difficile en fait de mobiliser l'implication, ces collectivités, parce que les élus changent, parce que les équipes tournent aussi, et souvent c'est lié à des personnes qui ont cru dans le projet, qui se sont impliquées, et puis ces personnes s'en vont, et donc c'est moins évident après de mobiliser la collectivité dans la gouvernance et dans le partenariat. Et donc aujourd'hui, on souffrait un peu de ça en fait, d'être une SIC, mais avec des membres actifs internes et non plus trop partenaires extérieurs. Et en fait, grâce au développement de notre activité agricole, on a créé il y a 1 an et demi un établissement agricole pour accueillir tout type d'activité dans la production ou dans la prestation de services dans l'agriculture. Et grâce à ça, en fait, on a réactivé ce partenariat avec les collectivités, notamment dans un projet de création
d'un espace pour installer des maraîchers dans la commune dans laquelle la coopérative a été créée, hein, à Capcieux. Nos locaux sont dans une ferme et on travaille aujourd'hui avec la collectivité à la création d'un lieu d'installation en maraîchage. Et ce partenariat, il est très fort avec la collectivité puisqu'il y a un projet d'autonomie alimentaire au niveau de la commune. Et donc, la commune s'investit avec nous sur ce projet en mettant à disposition du foncier, en travaillant avec la restauration collective pour quantifier les besoins et travailler avec nous à la recherche, à la sélection des porteurs de projets pour qu'eux puissent répondre en fait à la demande, que ce soit la demande de la restauration collective, mais aussi à la demande des habitants. Et donc, c'est un vrai projet de la commune, un vrai projet local et un nouveau partenariat qu'on est en train d'inventer avec cette collectivité sur en fait un projet d'installation agricole dans un nouveau modèle, hein, par le test et en coopération avec d'autres acteurs. Et voilà, on en est au début puisque voilà, on travaille sur le terrain qui nous est mis à disposition, les autorisations. Et donc, c'est un projet où voilà, la commune est partie prenante, le pôle, le PETR est partie prenante également, puisqu'on a des financements leaders sur ce projet-là. Les associations locales qui travaillent sur l'alimentation. Il y a une petite DAT, une démarche alimentaire de territoire au niveau de la commune, qui est pilotée par une association qui s'appelle La Boussole. Et puis, voilà, les acteurs locaux. Le projet, c'est aussi d'essayer de documenter au maximum notre démarche pour après pouvoir, si ça fonctionne, si les 3 maraîchers qu'on envisage de recruter peuvent développer cette activité et approvisionner la cantine et la maison de retraite, ainsi que les habitants, hein, par de la vente directe, alors voilà, on essaiera de déployer ce projet en lien avec d'autres collectivités qui sont déjà dans la coopérative en tant qu'associés, ou même ça va être l'occasion pour nous en fait de développer peut-être le sociétariat avec d'autres collectivités sur ces projets de transition alimentaire et agricole. Voilà. Merci Cécile, on va terminer sur ces belles perspectives et merci pour cet exemple de comment est-ce qu'on peut renouveler le soutien aussi des collectivités locales. Donc ça y est, il est 15h30, donc je vais conclure. En tout cas, je remercie grandement les 4 intervenantes pour leur témoignage très riche. Leurs adresses mail sont écrites sur le support qui vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Moi, en 2 minutes, je vais revenir sur quelques ressources et liens utiles pour creuser ces sujets et le sujet de l'ESS en milieu rural en règle générale. Donc, les productions de Tresson sont disponibles sur le portail avis.org et notamment pour ce sujet, la production 5 formes de coopération adaptées aux besoins des territoires ruraux reprend la question des groupements d'employeurs et des CAE. Donc, je vous invite à aller la consulter. Donc, vous pourrez également retrouver des décryptages et d'autres ressources sur le portail, des webinaires aussi qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, donc sur des thématiques qu'on a traitées précédemment, comme par exemple la mobilisation des habitants ou encore les commerces de proximité. Et puis, je vous invite également, dans le cadre du programme Petite Ville de demain, donc, qui vise à revitaliser les communes de moins de 20 000 habitants, à aller consulter les fiches retour d'expérience que l'AVIS a réalisées pour valoriser les initiatives et les projets ESS qui existent sur ces petites villes, et puis également le catalogue des ressources à destination des collectivités locales rurales, des petites villes de demain. Voilà, donc je vous invite, si ce n'est pas le cas, à vous abonner à la newsletter. Et puis, il me reste simplement à vous souhaiter un très bel été, puisque ce sera le dernier webinaire de cette saison. En tout cas, merci beaucoup aux intervenantes. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec elles si besoin. Voilà, merci. Bonne journée.